Moteur. Caméra tourne. Ça tourne au son. Annonce. Séquence sonore plus 93. Action. Ça tourne au son. Ça tourne au son. Un podcast de Cinéma 93 et des Engraineurs. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Accourez vite. A pas l'air commode. Pour ce nouvel épisode de notre podcast Ça tourne au son, nos 3 jeunes ambassadeurs/ambassadrices, Ward, Raphaël et Valentin, sont allés à la rencontre du duo de réalisateurs/réalisatrices Alexia Walter et Maxime Matrey, autour de leur prochain film Affection, qui sort courant avril. Le film se déroule sur la Côte d'Azur en basse saison. Une adolescente disparaît le jour de son anniversaire et Géraldine, interprétée par Agathe Bonitzer, employée municipale, s'improvise alors détective. Bonjour Alexia, bonjour Maxime, bienvenue. Alors notre première question elle va se porter sur le processus du film. Du coup, d'où vous est venue l'envie de faire le film et surtout quel a été le cheminement? Vaste question, donc c'est notre second long métrage. Le premier long métrage était une comédie assez directe, on peut dire, plutôt une sorte de road movie. Et là, on avait très envie de faire un film d'enquête. Voilà. Et un film basé sur la parole, notamment, et utiliser la parole comme matière vraiment pour le film, enfin comme matière, comme l'image pour le film, et faire un film, du coup, aussi vraiment de comédien. Voilà. Oui, et puis d'ancrer le film dans un territoire, plus que le précédent. Le précédent, c'était comme une espèce de road movie qui traversait différents endroits, qui traversait Montreuil notamment. Mais là, on avait vraiment envie de filmer un territoire. Et en plus, c'est un territoire qu'on connaît assez bien parce qu'on a déjà fait plusieurs courts-métrages dans ce coin-là, c'est dans le Var, c'est au bord de la mer, et c'est un endroit qu'on aime beaucoup, particulièrement hors saison, qui est un décor assez un peu lunaire, un peu désolé, presque un peu apocalyptique. Ouais. Et aussi, qui nous faisait penser, par rapport au film d'enquête, on peut dire, à un mini Los Angeles, en fait. Enfin, il y a la mer, il y a les collines, et ça nous faisait penser au cinéma américain, en fait, des années 70, notamment le film du privé de Altman, le film de Altman, tiré des romans de Chandler, et qui correspondait bien à la figure du détective privé que Agathe Bonitzer donc, incarne, voilà, dans notre... Enfin, c'est un faux détective privé. Enfin, c'est une... Ouais, je vais un peu vite. En fait, c'est quelqu'un, une agente municipale et qui enquête sur la disparition d'une jeune fille. Voilà. Quand on a regardé le film, alors moi en premier, j'avais pensé à l'esthétique d'une certaine nouvelle vague, en particulier à Romer. Ouais. Et un surréalisme qui a déjà été présent dans votre premier film. C'est quoi votre rapport avec ce cinéaste-là? Et la question plus globale, vous avez des références précises en tête sur le film? Alors, je sais pas si tu veux... Parce que Romer, c'est très important pour nous. C'est super intéressant, parce que c'est très important pour nous, pour ce film. Enfin, le film est fait de plein de références, plein de mélanges de choses, mais Romer, effectivement, est assez essentiel. Oui, en fait, je dirais qu'on travaille souvent en assemblant des choses, en allant chercher des choses qui, a priori, ne sont pas forcément compatibles. Et c'est vrai que Romer, c'est une manière de travailler et un rapport aux comédiens, aux comédiennes, un rapport à la parole qu'on aime particulièrement. Et qui est évidemment très loin, a priori, du film d'enquête californien auquel on pensait. Mais en même temps, dès qu'on commence à regarder précisément les films de Romer, on trouve des choses qui ont à voir avec ça, et notamment un film qui nous plaît beaucoup et qui s'appelle La femme de l'aviateur, qui est un film d'enquête en fait, qui est un film dans lequel un jeune homme, le comédien s'appelle Philippe Marlowe, ça en plus c'est un hasard absolument total, mais le comédien s'appelait parce qu'il est décédé. Philippe Marlowe, c'est le nom du détective des romans de Chandler, et c'est également le nom du détective, du héros du Grand Sommeil de Robert Altman, tiré des romans de Chandler. Et donc c'est un film d'enquête, c'est deux personnes qui se mettent à enfiler, à filer une ou deux autres personnes au cours d'une après-midi parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, qui s'improvisent détectives. Voilà. Donc il y a
voilà, il y a comme ça, en manipulant les choses, en les faisant se rencontrer, des familiarités voilà, qui nous plaisent beaucoup. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, on a travaillé avec une chef opératrice et on est parti pour l'image de films de Rohmer, en fait, pour le cadre notamment. Et c'était, je me souviens, j'ai un trou, le film dont on est parti. On est parti Pardon. On est parti de la collectionneuse comme principale référence pour l'image, qui est un film dont dont Néstor Almendros a fait l'image, et qui est un film qui se passe dans le Var, justement, qui se passe proche de Saint-Tropez, et qui visite un petit peu les mêmes endroits que notre film. De manière assez différente. C'est différente, oui. D'accord. Aussi sur votre direction d'acteur, on sent aussi une influence de Rohmer et aussi une recherche proche de celle de Bresson. Non pas dans le sens où vous semblez aller vers l'effacement total du jeu, mais que vous vous éloignez du jeu d'identification classique. Donc quel a été votre travail avec les acteurs pour ce film ? Alors, je vais parler d'abord peut-être des personnages, pas vraiment secondaires, mais les plus petits rôles, disons. Donc c'est que des comédiens du Sud. On a travaillé avec notre directrice de casting, donc Laetitia Goffi, avec laquelle on a déjà travaillé sur le film précédent. Et on lui a donné en fait très peu d'indications sur le type de comédien qu'on cherchait, et on lui a laissé, par exemple, on lui a pas dit pour les lycéennes, on a besoin, je sais pas, d'une fille avec les cheveux au carré, coupés au carré, qui ressemble à ça. On l'a laissé complètement libre, et elle nous a proposé des gens plus ou moins les seules indications, c'était la question de l'âge, quoi. Et donc, oui, voilà, donc on a pris, elle nous a présenté un premier choix, et on a juste pris les gens qui nous plaisaient, comme ça, de manière assez directe. Et on a fait, alors, peu de répétitions, pour leur laisser pas mal de place, peu de répétitions, mais avec, voilà, que dire, en fait, pardon. Mais en fait, comme on a fait le casting un petit peu en amont du tournage, même quelques mois avant le tournage, on a eu la possibilité de rencontrer plus de gens intéressants que ce dont on avait besoin. Et donc, on s'est retrouvé à rajouter, à réécrire des rôles et à modifier les personnages, à modifier les dialogues en fonction des gens aussi qu'on a rencontrés. Ça, c'est un des grands plaisirs aussi pour nous de pouvoir écrire en fonction des acteurs et des actrices qu'on rencontre. Ce qu'on avait fait déjà un petit peu pour les rôles principaux, mais c'était assez agréable de pouvoir le faire également pour les rôles secondaires. Puis Agathe Benizer, donc qui a le rôle principal, c'est plutôt une évidence pour nous. On avait déjà travaillé avec elle sur le film précédent, on avait très très envie de retravailler avec elle. Et ça se fait aussi très naturellement. Là, il y a une direction d'acteur minime. Bon, pour nous, le texte reste très important, évidemment. Donc il y a très peu de... voilà, mais on est resté très proche du texte. Ouais. Et puis on avait envie pour le personnage de Rita, travailler avec Nathalie Richard, parce que ça vient aussi du cinéma qu'on aime, comme Rivette. Voilà. Une actrice qu'on adore. Merci. On se posait aussi la question par rapport, surtout au début du film, on a remarqué qu'il y a une grande place accordée aux plans représentant des détails, comme les objets dans l'eau, de la statue, la pièce de monnaie, et quelques espaces abandonnés. Et du coup, on se demandait quelle dimension vous cherchez avec cet ensemble de composites. Alors en fait, je pense que le cinéma qui nous intéresse, c'est un cinéma qui prend le temps de regarder. C'est-à-dire qui prend le temps de regarder les décors, mais qui prend le temps aussi de regarder les objets. On a, par exemple, beaucoup travaillé sur des toutes petites choses, mais sur la décoration de la maison de Géraldine. On peut le dire, c'est un film dont le budget est très réduit, et donc on a construit beaucoup de choses avec les moyens du bord, et notamment en ramassant des cailloux sur la plage, comme Géraldine. On a commencé par le faire, et on s'est dit que ça allait devenir le hobby de Géraldine. Et donc les objets sont, pour nous, des vecteurs de sens sur lesquels on aime s'arrêter, de la même manière que les paysages.
on avait un décor assez étonnant, très désert, enfin très déserté, enfin en tout cas une Côte d'Azur très désertée à ce moment-là. On avait vraiment envie de la filmer pour ce qu'elle nous racontait par son vide. Et ça fait partie aussi, par exemple, des choix de mise en scène et de focale. On a essayé d'éviter le plus possible les gros plans sur les personnages, de rester dans des plans américains ou en tout cas un peu plus proches, mais de jamais décoller les personnages de leur décor pour pouvoir les nouer en quelque sorte avec le décor. Qui fasse corps avec... Puis bon, c'était assez drôle parce que les objets, justement, c'était presque... Enfin, sont utilisés dans le film un peu comme des signes, un truc du jeu de piste, quand même, des choses qui reviennent, qui se font écho, enfin voilà. Mais comme quand on a construit pour trouver, donc chez le décor de chez Géraldine, la recherche, donc comme tu as dit, on a trouvé des objets par terre, et en fait, ça nous a permis aussi de construire un peu mieux le personnage. Enfin, le fait qu'elle ramasse, par exemple, ces bouts c'est comme de la mosaïque qu'on trouve sur la plage. On avait pensé du coup à l'architecture romaine antique, et ça nous a permis de construire et de complexifier en fait son personnage, mais en commençant comme nous, en fait, on a travaillé un peu comme des enquêteurs, quoi, pour la construire un peu après coup. Voilà. Et je pourrais peut-être même ajouter là-dessus qu'en fait, je pense que ça a à voir avec notre manière de travailler, c'est-à-dire qu'on travaille très peu, on est très peu intéressé par la psychologie de l'intérieur, et qu'on construit depuis le début, depuis qu'on fait des films ensemble, les personnages par l'extérieur, par leurs habitudes, parce que ça peut être même des vêtements, des détails de comportement. Voilà, donc il y a un truc assez comportementaliste dans l'écriture, et qui passe bien sûr donc par les objets, par les posters qu'on met au mur. Il y a un aspect qui revient souvent dans le film, c'est la mer. En tant que figure esthétique, on voit beaucoup de scènes qui se déroulent au niveau de la plage. Comme s'ils étaient attirés par une sorte de pulsion scopique. Ma question est assez simple, comment vous l'avez réfléchi ça? Comment vous l'avez intégré dans le film? Et c'était quoi l'effet escompté? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Je vais... la première, c'est un imaginaire lié au polar, en fait. Ce qui est que le polar californien, c'est un polar qui se passe au bord de l'océan, et avec notamment les romans de Chandler, avec cette espèce de grande ouverture sur le rien, quoi, sur le vide. On avait cette Méditerranée qui est un peu l'inverse de l'océan, qui est un territoire en fait en soi. La Méditerranée, c'est quasiment comme un pays, et donc elle est au centre. La mer Méditerranée est au centre de l'image, du film, et elle est elle est à la fois une ouverture et en même temps une fermeture dès que la saison s'arrête. C'est comme un mur devant cette Côte d'Azur désertée. Voilà. Bon, c'est également un espace de rêverie, c'est également ce qui constitue l'imaginaire romain, en tout cas de Géraldine, on imagine. Enfin, il y a une civilisation derrière tout ça. Les yachts aussi, qui est dans le sud, ça nous a assez frappé pendant l'été, vers Saint-Tropez. En été, on a l'impression que c'est comme une armée, en fait, c'est assez violent, quoi, qui va débarquer. Donc c'est aussi cet imaginaire-là, avec le yacht au loin. Et puis la noyade, quand même. Voilà. Qui reste un peu au centre du film. En fait, c'est une des histoires qui va réapparaître dans le film. Voilà. Et un truc qui est une espèce comme une espèce de blague, quoi, mais c'est l'histoire, c'est la mer, mais c'est la mer aussi, c'est des histoires de mère au pluriel, les mamans, et c'est une histoire de mère, Jérôme, qui est le maire de ce petit village, voilà, qui est aussi comme une articulation qu'on n'a pas pensé en premier, mais qui nous a semblé aussi assez évidente au fur et à mesure qu'on écrivait. Puis après, pour autre chose, il y a quelque chose aussi assez impressionniste, parce qu'il y a beaucoup de vent. On entend la mer aussi beaucoup, donc ça permet, je trouve, de rendre un peu, d'enfermer Géraldine
un peu de la rendre un peu plus solitaire et qu'elle se fonde presque avec le paysage. Et, voilà. Enfin, la mer accompagne, comme le vent, la bande-son du film. Du coup, toujours pour rester sur les questions un peu de hors-champ qui sont liées à la mer aussi, le film joue beaucoup sur un hors-champ quasi fantomatique autour d'une relation entre Géraldine et Kenza qui sont réunis dès la première séquence, puis séparés, ce qui amène à une enquête presque métaphysique qui va faire comme l'archéologie de son passé. Est-ce que cette trajectoire erratique était un point de départ dans votre travail filmique ? Oui, je pense en fait que le hors-champ et la disparition des choses, c'est un peu. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'il y a dans la plupart des films qu'on fait. Évidemment qu'ils vous sentent vraiment au centre de celui-là. Qui est au centre de celui-là. Mais aussi parce que c'est une des plus belles choses peut-être que le cinéma puisse faire. C'est le hors-champ, c'est vraiment faire avec ce qu'on ne filme pas, ce qu'on ne montre pas. Ça permet de produire... je sais que pour nous, je pense, ça produit les films qui en disent le moins, qui montrent des choses, qui parlent de choses qui ne sont pas là. C'est souvent les films sur lesquels on revient le plus souvent. C'est les films qu'on a envie d'habiter en quelque sorte, de revoir, et de voir et de revoir. C'est comme des territoires où en fait on y entre et on sait qu'ils sont pleins de je sais pas, de choses, de fantômes, Oui, puis là, tout le monde disparaît en même temps, en fait, en gros, là, au début du film. Et le film se remplit, il n'y a plus que Géraldine, quasiment, et se remplit d'histoires, en fait. Les gens lui racontent plein de choses, et en fait, le film est rempli que de paroles. Et Géraldine, un peu perdue au milieu de tout ça. Donc oui, le hors-champ aussi, c'est le hors-champ des histoires racontées. Et en quoi ça résonne, et comment ça résonne chez notre personnage. Et c'est le hors-champ du territoire sur lequel l'intrigue se déroule, c'est-à-dire un territoire qui est très rempli 6 mois de l'année et qui en fait vit avec les fantômes du tourisme le reste du temps. La plupart beaucoup d'installations dans lesquelles on a tourné sont des lieux qui sont des structures prêtes à accueillir à nouveau du public, des touristes, qui attendent en quelque sorte. Il y a une absence de décor, mais visible par les installations touristiques en berne, en quelque sorte, en repos. Par rapport à tout ce qui est le fait que ce soit assez touristique, comme vous avez dit et tout, on a trouvé que la lumière, elle était assez brunique, ça nous a donné envie presque d'y aller. Cette lumière presque de fin de journée. Du coup, on se demandait quelle était la place du chef opérateur dans ce choix et quelle dimension vous avez souhaité développer avec cette lumière particulière. Alors, oui, c'est super comme question parce qu'on a adoré travailler donc, avec cette chef opératrice avec laquelle on n'avait pas l'habitude de travailler. C'est la première fois qu'on travaille avec elle. On travaille toujours avec le même... Pauline Sicard. Et avant, on travaillait toujours avec le même chef opérateur depuis le début, en fait, Simon Beaufils, et il n'était pas disponible. Et donc, ça a été... donc, on a dû réinventer notre manière de travailler. Et donc, vraiment discuter à l'image de manière très, très précise en amont. Et puis, évidemment, ça ramène énormément de mélancolie. On voulait quelque chose, une lumière un peu douce, mais qui est simplement due aussi à la période à laquelle on a tourné. On peut tourner de manière très, très... il y a très peu de temps de tournage. À 4 heures, il n'y a plus de soleil. On a tourné au mois de novembre. Et donc, à 4 heures, 4h30, c'est déjà quasi impossible de tourner. Et ça donne une lumière très, très rasante, en fait, toute la journée. Et je pense qu'il ajoute un côté mélancolique très important qu'on voulait sur ce film. Et... alors, on a travaillé le look du film en amont de manière assez précise avec la chef opératrice et l'étalonneur. Voilà, donc ça... Et comme le film, de nouveau, avait un très petit budget, donc c'est aussi indispensable de préparer les choses de manière précise avant le tournage. Et Pauline, elle est géniale. C'est une chef opératrice géniale. Et elle était assez peu accompagnée. On avait une chef électricienne et 2 assistants, c'est tout, ce qui est très peu, en fait, pour un film. Et je trouve qu'elle a fait un travail... on est très contents de l'image du film.
Il y a beaucoup de duos dans l'histoire du cinéma, hein, comme les frères Cohen, comme plus récemment les frères Gouit. Vous séparez les tâches entre vous ou vous faites tout à deux? Alors, on est en couple aussi. Donc, en fait, on vit ensemble. Enfin, mais c'est un vrai... Par exemple, pour l'écriture, je pense qu'on écrit du coup tout le temps. Enfin, on écrit à deux tout le temps parce que les choses... on discute énormément. Voilà. Ouais. Et après, concrètement, sur le tournage, on travaille vraiment ensemble. Hein. Ouais. Non, on ne se partage pas les tâches. Des fois, d'ailleurs, c'est un petit peu le bordel. Parce qu'on peut ça arrive qu'on se contredise quand même. Pas trop. Hein. Tout le temps. Non. mais bon, voilà, on dit, ça permet des discussions avec tout le monde, avec toute l'équipe et tout ça. Et puis au montage, non, on est tout le temps les deux en fait. Oui, mais en fait, quand même, là je vais te contredire, on se rend compte, mais à l'usage, qu'il y a des choses que l'un ou l'une préfère faire plutôt que l'autre, voilà. Ou pour lesquelles, voilà, par exemple, Alexia a des rapports beaucoup plus intéressés par les costumes que je ne le suis, non ? Oui, ça t'intéresse pas trop. Ça m'intéresse, mais j'ai l'impression d'avoir moins d'expertise. Non, mais il y a une directrice, la direction artistique pendant la prépa, j'étais un peu plus présente. Et puis, c'était moi là aussi, simplement. Oui, j'étais moins sur place. Et puis, Maxime, lui, a un vrai travail, je trouve, beaucoup plus... Enfin, une chose dans l'écriture qui est importante, c'est qu'on écrit les dialogues plus ou moins ensemble, mais par contre, Maxime repasse complètement par-dessus. Pour qu'il n'y ait pas pour donner une unité au tout. Et je pense que ça, c'est un truc que tu fais, que tu apprécies particulièrement. Enfin, on parle l'un pour l'autre, ce qui peut faire un peu bizarre. Ouais. Bon. Du coup, ça se fait assez naturellement. Voilà, oui, c'est ça. Le film, pour revenir un peu sur la question de hors-champ, etc., le film semble pousser à voir au-delà des apparences. On a notamment des personnages qu'il répète souvent, comme la femme qui vend des pierres. La mère de Géraldine dit de creuser pour trouver des crimes. Donc, est-ce que c'est une volonté soit politique, soit une volonté plus métaphysique ou symbolique? Ou qu'est-ce que vous avez voulu essayer de... Quelle réflexion avez-vous voulu proposer par là? Je pense qu'il y a divers axes de réflexion, mais il y a une dimension critique, je pense, pour nous là-dedans, c'est que on le constate de plus en plus aujourd'hui, c'est la propension à vivre dans la narration, dans la fiction. Que la parole se met à supplanter dans beaucoup d'endroits l'expérience réelle des choses. Et donc je pense que le film parle un petit peu de ça, parle d'une parole qui vient faire vivre des gens qui ne sont plus là, qui vient remplacer qui vient formuler des hypothèses, parfois des hypothèses un peu contre-productives ou farfelues ou erronées sur ce que les gens ont fait, sur ce qu'ils ont vécu. Mais il y a aussi, il me semble, dans le rapport à la parole, un truc que le film essaie de montrer, essaie de travailler, c'est le fait que ça peut produire aussi, ça peut faire du bien. Il y a quelque chose c'est ce que Géraldine, c'est un peu le parcours de Géraldine, c'est elle apprend à faire travailler son imagination et à faire travailler par les mots, par les histoires qu'elle peut se raconter elle-même, quelque chose qui va l'aider à la fin du film à vivre avec la mort et avec la disparition. Ouais. Et leur chance aussi les trous, je pense, dans le film, enfin, les choses qui manquent. Et peut-être ce qui nous semblait aussi intéressant, je trouve que c'est une manière de construire l'émotion aussi par le trou, le hors-champ. Et de construire l'émotion de manière qui ne soit pas linéaire. Et je trouve que c'est assez semblable à ce qu'on peut ressentir des fois émotionnellement, où c'est un peu chaotique. Et je trouve que c'est peut-être aussi assez beau de faire un film à l'image de ça, enfin, de ce que peut être les sentiments, enfin, la vie interne, quoi. Voilà. Et ça peut rejoindre un petit peu cette question, je pense, du hors-champ dans ce projet. Mais oui, mais alors, la question de la linéarité, ça c'est vrai que c'est aussi très important quand on écrit. C'est qu'on n'a jamais écrit des films, on les écrit pas de manière linéaire, et les films ne sont pas tournés, les films sont rarement tournés de manière linéaire, mais ils ne sont pas montés, ils ne racontent pas des histoires linéaires. Voilà. On essaie de construire par des emboîtements,
des objets un peu complexes, comme des organismes qui vont d'un point A à un point B, bien sûr, puisqu'il y a un déroulement du temps, mais qui vont sans arrêt nous raconter quelque chose du passé, qui vont chercher des histoires alternatives, qui vont chercher Et ça, je pense que c'est politique aussi, en fait. Quelque part, pour nous, c'est de raconter des histoires un petit peu différemment. Et juste, avoir une sorte de respect, je trouve, justement, de l'intelligence du spectateur. Et voilà, on est aussi dans un formatage assez énorme actuellement. Et je pense que c'est bien d'essayer de... je sais pas si c'est réussi, mais d'essayer de faire ça. Raconter les choses différemment. Parce que les histoires que le cinéma ou que la littérature raconte, c'est aussi ce qui va donner forme à la manière dont on pense le monde. Et qu'on a besoin, je pense, de s'éduquer le monde est complexe, le monde n'est pas du tout linéaire, le monde est chaotique, le monde n'est pas du tout binaire. Voilà, et on a besoin que les histoires nous accompagnent cette idée-là pour arriver à le penser, à essayer de le penser dans toute sa complexité et sa multiplicité. Donc quelque part, la parole sert à combler ces béances et à voir le monde autrement, dans votre film en tout cas. La parole, elle sert parfois à combler, mais elle sert aussi parfois elle prétend combler, et puis en fait, en tout cas pour les personnages, au niveau des personnages, elle prétend combler ses béances, et le film essaie de montrer que parfois il y a des choses qui ne sont pas réductibles à des mots, justement, ou aux histoires qu'on met dessus, et qu'il doit rester quelque chose comme j'espère à la fin du film, quelque chose de non-dit, qui doit survivre, qui doit accompagner la vie du film après sa vision. Et du coup, vous, en tant que réalisatrice et réalisateur, quels ont été les défis lors du tournage et comment ça s'est passé globalement, le tournage, vos ressentis? Alors, ça s'est très bien passé, mais c'était assez sportif parce qu'on était très peu nombreux, donc on était vraiment une très très petite équipe comparée au film précédent. Aussi pour des questions de budget, mais bon, le cinéma, c'est vraiment des questions de budget, donc c'est vraiment important aussi de parler de ça. Donc on n'avait que 4 semaines de tournage, petite semaine, avec peu d'heures de tournage dans la journée. Et pas envie de faire vraiment des heures de toute façon supplémentaires la nuit, tout ça, parce que quand on est une petite équipe, ça fatigue tout le monde, il faut faire attention à ça aussi. Donc c'était assez sportif, mais très agréable. Le fait d'être une petite équipe, moi j'ai adoré. Je trouvais que c'était super. Voilà. L'équipe était composée de combien de personnes à peu près? 14. Oui, je pense 14. Ouais. 13 ou 14. Sans compter évidemment les comédiennes et les comédiens qui... Mais... Et le budget, aux alentours de combien? Je pense que, je ne sais pas exactement, on était à 300 000. Je pense en tout on 200 était un peu en dessous. Le tournage, on était en dessous. Ouais. Donc c'est très peu. Voilà. Si vous aviez un mot pour convaincre les spectateurs d'aller voir le film. C'est justement le plaisir j'espère, on a envie de surprendre un petit peu les gens, voilà. Et c'est par rapport à ce qu'on disait avant, pour le spectateur de voir peut-être, pas un film policier, mais la déconstruction peut-être d'un film policier et qui amène du coup autre chose, d'autres types d'émotions à la fin du film, et que les émotions arrivent peut-être par des endroits non habituels, je sais pas. Et toi, Oui, c'est ça, c'était de cette... Pas en mots, en plus. Non, c'est de pas avoir... Puis le film est assez drôle quand même aussi, on peut dire. Aussi. Oui, beaucoup, oui. Ouais. Oui. Oui, c'est un film... ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui est assez léger et à la fois grave. C'est quelque chose qui nous intéresse aussi vraiment, c'est de travailler les histoires comme ça. Oui. Je ne saurais pas mieux le dire, je pense que toi. Mais, je dirais peut-être d'abandonner, je dirais aux personnes qui vont voir le film, d'abandonner sur le seuil les choses qui peuvent attendre et de se laisser emporter, de se laisser rouler comme sur une pente, et qu'une fois qu'on est en bas, quelque chose est... Voilà. Comme une vague. Comme une vague, Exactement. voilà. Quelque chose s'est passé et réfléchir à ce qui s'est passé, voilà. Une fois qu'on est passé dans la vague.
Ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux pour votre temps. Merci beaucoup. Merci. C'était l'interview d'Alexia Walter et Maxime Matrei, réalisateur et réalisatrice du film Affection, Affection, produit par Emmanuel Chaumet, qui sortira dans nos salles courant avril. À bientôt pour un prochain épisode du podcast Ça tourne au son. Soyez à l'écoute.